Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue à ce journal de ce mercredi 23 octobre 2019, dont voici les principaux titres. Affrontement ce mardi entre les forces de l'ordre et un groupe d'hommes armés qui ont franchi la frontière à partir de la province Bubanza. Les habitants de la localité de Musigati ont fui leur domicile. Selon nos sources sur place, ce groupe armé se serait volatilisé dans la forêt de Kibira. Des arrestations de civils ont suivi ces combats, y compris des journalistes du journal Iwachu. Arrestation que condamne l'Union burundaise des journalistes UBJ. Alexandre Niyongeko, le président de l'UBJ, s'exprimera dans ce journal. La Génocide Chilimoso fait appel à la justice internationale et indépendante pour que justice soit rendue pour les victimes et les familles des personnes tuées après l'assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993. Les détails de ce journal dans un instant. Page sécurité pour démarrer ce journal. Des affrontements ont éclaté ce mardi entre les forces de l'ordre et un groupe d'hommes armés qui ont franchi la frontière à partir de la province de Bubanza. Des habitants des localités de Musigati ont fui les combats qui ont cessé dans l'après-midi. Des sources en provenance de Bubanza disent que ce groupe armé se serait volatilisé dans la forêt de Kibira. Des arrestations de civils ont suivi ces combats, y compris des journalistes qui étaient sur terrain. N'est-ce pas, Révérien Abadikamre? Le groupe armé est apparu vers 5 heures du matin de ce mardi en provenance de la réserve naturelle de Lukoko. Le même groupe avait été signalé hier soir dans les coins de Manda, Gihanga et Mitakataka. La première opération a consisté à l'enlèvement des responsables de l'administration de base. Au moins une vingtaine ont été dans les mains des rebelles pendant quelques heures avant de les relâcher. Des sources de l'armée burundaise disent que ces rebelles voulaient à tout prix regagner la forêt de la Kibira en passant par la commune de Musigati. Avant d'y parvenir, nos sources décrivent des combats acharnés contre un renfort de l'armée burundaise venu des camps de Bujumbura et Muzinda qui voulaient les empêcher d'atteindre la destination. Les combats se sont déroulés surtout sur les collines de Dondi et Kayange dans la commune de Musigati où les populations ont fui massivement avec leurs biens. Malgré ce renfort, nos sources sur place confirment l'infiltration des rebelles dans la forêt de Kibira à partir de la commune de Musigati. Le bilan reste inconnu, que ce soit du côté des rebelles que du côté de l'armée burundaise. En revanche, pendant les combats, la police a procédé à l'arrestation des civils soupçonnés de collaborer avec les rebelles. Parmi ceux-ci, on y compte une équipe de 5 personnes du groupe de presse Iwachu, dont 4 journalistes et un chauffeur. Nous apprenons que des fouilles s'opèrent sur les routes Bujumbura-Bubanza, où l'on observe beaucoup de policiers et de militaires qui contrôlent tout mouvement. Nous avons essayé de joindre le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Fulbert Biyereke. Son téléphone était éteint. 4 journalistes et leurs chauffeurs du journal Iwachu ont été détenus au cachot du commissariat de Bubanza. L'Union burundaise des journalistes UBJ condamne fermement cette détention de journalistes parce qu'elle est contre la loi qui régit le métier de journalisme. Alexandre Niyongeko, président de l'UBJ, appelle le syndicat africain et la Fédération internationale des journalistes de se joindre aux journalistes burundais et condamner cet acte qui pourrait coûter la vie à ces journalistes du journal Iwachu. On le suit. Effectivement, hier, ce mardi, 4 confrères des journalistes d'Iwachu et leurs chauffeurs ont été arrêtés et détenus dans le cachot du commissariat dans cette province. Pour nous, c'est l'Union burundaise des journalistes d'abord elle condamne fermement cette arrestation et cette détention irrégulière, puisque jusqu'à maintenant, ces confrères, on ne sait pour quel crime ils sont poursuivis. Nous exigeons donc sa libération, puisqu'ils n'ont commis aucun crime, si ce n'est qu'ils étaient en train de faire leur profession. Ils étaient au service du public pour informer le public. Cette détention, cette arrestation nous préoccupe à l'Union burundaise des journalistes et surtout que nous savons le sort qui a été réservé à notre confrère Jean Bigirimana. Nous avons des raisons de craindre que ces confrères ne puissent subir le même sort.
Et c'est pourquoi nous avons appelé les amis, nous appelons les amis, les syndicats africains ou même au niveau de la Fédération internationale des journalistes pour qu'ils se joignent à nous pour condamner cet acte, condamner cette arrestation de plus pour faire mal aux journalistes, pour faire mal aussi au public, parce que ces journalistes-là, ils étaient au service du public. Nous espérons bien que les autorités burundaises vont entendre les appels qui seront lancés à gauche et à droite pour laisser libre ces journalistes et laisser ceux qui peuvent encore faire leur métier au Burundi de pouvoir faire leur profession et de pouvoir continuer à rendre service au public. Nos confrères et nos consoeurs du journal Iwachu ont été entendus par l'OPJ à Bubanza cet après-midi, assistés par leur avocat. Après interrogatoire, l'OPJ a pris la décision de les maintenir en détention. La justice burundaise n'a ni le droit ni la responsabilité de poursuivre les présumés auteurs de l'assassinat de Melchior Ndadaye. C'est la commission Vérité et Réconciliation, CVR, qui a pour mission de documenter ces crimes et de proposer la création d'un tribunal pénal spécial pour le Burundi. C'est ce qu'indique Lambert Nigarura, un expert en droit. Pour maître Lambert Nigarura, si aujourd'hui la justice est utilisée pour poursuivre les présumés auteurs de l'assassinat de Melchior Ndadaye, c'est une manipulation politique pour montrer à l'ethnie Hutu que la justice veut la réalité sur les massacres perpétrés contre les Hutus en 1993. Les crimes qui ont été commis depuis l'indépendance du Burundi sont des crimes qui ont été commis d'une manière cyclique, que ce soit en 1993, 1988, 1972, 1965. Tous ces crimes n'ont jamais été punis. Les auteurs restent impunis. C'est-à-dire qu'il y avait, c'est grâce à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation qui a été conclu en 2000 qu'on avait prévu les mécanismes de justice transitionnelle. Et parmi ces mécanismes, il y a bien évidemment la commission Vérité et Réconciliation qui a une mission de documenter ces crimes et de proposer la création d'un tribunal pénal spécial pour le Burundi. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, ce tribunal n'a jamais été mis sur place. Par ailleurs, même la loi qui a été adoptée, qui prévoit la commission Vérité et Réconciliation, la partie du mécanisme judiciaire a été omise à tort ou à raison. Mais de toutes les façons, ça démontre qu'il n'y a aucune intention que l'établissement de la vérité soit connu, c'est-à-dire que la manifestation de la vérité n'est pas vraiment l'intérêt du régime en place. Si aujourd'hui la justice est utilisée pour poursuivre les présumés auteurs de l'assassinat du président Ndadaye, c'est une simple manipulation politique. C'est une mission politique, il n'y a rien de droit, il n'y a rien de justice. Et ceci est expliqué par le fait que, d'abord, la justice, la Cour suprême n'est pas compétente pour poursuivre ces auteurs. C'est prévu par l'accord d'Arusha. C'est le tribunal pénal pour le Burundi qui est compétent, parce que c'est prévu par Arusha. Donc ça, c'est une violation non seulement de la procédure, mais aussi c'est une violation de l'accord. C'est une énième violation de l'accord d'Arusha. Donc il ne faut pas chercher à savoir si la justice va établir la responsabilité. Non seulement elle n'est pas compétente, mais aussi c'est une procédure biaisée, c'est une procédure fantaisiste, et ça, c'est une invention politique, et ça, une vision politique à l'approche des échéances électorales. Il n'y a rien de droit, il n'y a rien de justice, c'est uniquement les ambitions politiques qui priment. On utilise un tribunal, la cour qui n'est pas compétente, et pour des visées prévues par une autre cour qui n'a jamais été mise en place. L'association AC Génocide Chirimoso se dit préoccupée par la lenteur dans le traitement du dossier judiciaire des personnes tuées après l'assassinat de Melchior Ndadaye. L'AC Génocide Chirimoso demande une justice internationale et indépendante pour que justice soit rendue pour les victimes. L'appel a été fait ce lundi quand cette organisation s'était rendue à Kwibubu pour se recueillir au monument d'une soixantaine d'élèves du lycée de Kibimba, brûlés vivants le 21 octobre 1993. Écoutez à ce propos Terence Mouchano,
vice-président de l'AC Génocide, Chilimoso. 66 élèves, 4 professeurs et 10 personnes de l'environ de l'école et lycée de Kibimba, décimés le 21 octobre de la même année et qui ont été brûlés vifs dans l'Holocauste de Kibimba dans une station d'essence. Nous continuerons inlassablement de revendiquer la justice internationale impartiale, indépendante et neutre. À ce génocide n'a pas l'intention de cultiver la haine ni la vengeance, mais de revendiquer la justice qui n'est pas de 2 poids 2 mesures, mais la justice indépendante, impartiale et neutre. La protection des réfugiés. Nous revendiquons aussi la protection des réfugiés conformément à la Convention internationale de Genève signée en 1951. Revendique aussi que les déplacés intérieurs, internes, soient protégés par la Convention des déplacés internes signée à Kampala en 2009. C'est notre vœu ardent, c'est que la justice, c'est que la sécurité soit garantie pour tout le monde. Une somme de 40 000 francs burundais et quelques heures suffisent pour créer une société au Burundi. Cela a été dit par le directeur intérimaire Serge Nsabimana de l'Agence pour la promotion des investissements API. C'était à l'occasion de l'ouverture d'une semaine de célébration du 10e anniversaire de l'API. Avant l'API, pour créer une société au Burundi, on devrait attendre plusieurs mois et payer une grande somme d'argent. On l'écoute. Akarusho ku munsi ku muntu akeneye gushinga ishirahamwe. L'intérêt d'organiser une telle journée est d'aider toutes les personnes qui veulent créer leur société pour qu'ils sachent où ils peuvent se diriger, qu'ils viennent ici à l'Agence pour la promotion des investissements API, qui est toujours disposée à les accueillir. Ils apprennent aussi les moyens financiers nécessaires pour créer une société. Le prix est le même pour toutes les sociétés, c'est 40 000 francs bout. Le gouvernement a fait un effort pour faciliter tout ce qui veut créer une entreprise. Aussi, l'entrepreneur, une fois arrivé à l'API, les procédés ont été modifiés. La personne qui l'accueille lui donne tous les documents qu'il faut. Alors qu'avant la mise en place de l'API, créer une société nécessitait une période de 6 mois et une somme de plus de 500 000 francs bout. Les obstacles ne manquent pas. Premièrement, on n'a pas notre propre bureau. Et deuxièmement, notre institution n'est pas informatisée, ce qui faciliterait notre tâche. Aussi, nous avons besoin des moyens pour une décentralisation de nos services, afin que même les gens de l'intérieur puissent créer des entreprises. Ces 10 dernières années, 13 665 sociétés ont été créées. En 2018 et 2019, 8 540 sociétés ont été créées. C'était des sociétés coopératives. C'est depuis l'appel lancé par le gouvernement pour inciter la population à créer des coopératives. Kuvaho na leta y'u Burundi himirije abarundi n'abandi kwiyungunganya gushinga amakoperative. L'entrepreneuriat numérique est une aubaine pour les jeunes entrepreneurs. C'est en ces termes que la directrice générale de la technologie de l'information et de la communication au sein du ministère de la Communication a félicité l'initiative de la tenue du forum Africa Digital Entrepreneurship 2019 à Bujumbura. Rosine Guylaine Gatoni s'exprimait mardi à l'ouverture de ces travaux. Comment façonner une génération d'entrepreneurs numériques innovants en Afrique? Les technologies de l'information et de la communication occupent une place plus qu'incontournable dans les sociétés du XXIe siècle. La transformation numérique induite par les technologies de l'information et de la communication contribue à la croissance économique, à la création d'emplois directs et indirects, au développement des ressources humaines et au renforcement des institutions. Le gouvernement du Burundi a mis en place un projet d'infrastructure de communication, un réseau de transport à fibre optique couvrant tout le territoire afin de doter le pays l'accès à une bande passante à haut débit fiable, permettant ainsi une inclusion numérique qui redéfinit de nouveaux pans de notre économie. La problématique de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes est une véritable source de préoccupation pour nous et par ricochet le gouvernement tout entier. Des efforts ont été faits, notamment la mise en place de la Banque des jeunes, visant à soutenir les projets de ces derniers
et d'autres efforts restent encore à faire pour amener les jeunes et les femmes burundaises à plus d'autonomie financière et économique. En effet, la jeunesse, dans l'ouverture au monde, le dynamisme, la propension aux nouvelles technologies, qui sont des atouts indéniables à prendre en compte à travers l'éducation entrepreneuriale, a un rôle important à jouer dans le processus de développement économique du pays. Ce sommet est une opportunité pour nos jeunes de se frotter à des entrepreneurs, de s'informer et d'informer, de créer des liens, de se conseiller et de s'encourager mutuellement à mettre en exergue leurs talents, leurs valeurs, leurs capacités, afin d'améliorer l'employabilité par l'usage des technologies de l'information. Hors de nos frontières, pour clore ce journal, le premier sommet Russie-Afrique s'est ouvert ce mercredi à Sochi. Une quarantaine de dirigeants et de nombreux chefs d'entreprise africains sont attendus dans cette ville du sud de la Russie. La rencontre est jugée de grand retour de cette dernière sur la scène africaine depuis la chute de l'Union soviétique. Mais déjà, les exportations russes vers le continent ont doublé en moins de 4 ans. Les échanges entre la Russie et l'Afrique s'élèvent à 20 milliards de dollars. Le Burundi est représenté par le deuxième vice-président, Dr Joseph Butore. Et voilà, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.